Bonjour à tous, nous sommes lundi 2 mai, hier c'était donc le 1er mai à Saint-François, on parlera bien sûr du 1er mai tout à l'heure. Nous inviter aujourd'hui à l'implaisir pour parler de l'octroi de mer et de cette brochure qui vient de sortir, qui est déjà disponible, que vous pouvez trouver dans les points de vente habituels. On parlera bien évidemment de théâtre, puisque nous recevons tout à l'heure Nancy Fleurival qui viendra nous parler justement de l'ouverture officielle, si ce soir, de Cap Excellence en théâtre. Et puis, comme d'habitude, notre chronique ostéopathique, mais ce sera en fin de session. Sinon, bonjour Jessie. Bonjour Dani. Bienvenue, j'ai envie de dire welcome. Oui, welcome back. Welcome back, bienvenue, content de vous revoir. Et bien sûr, bonjour Mélissa. Bonjour Dani. Qu'on accueille aujourd'hui et qui va nous faire le plaisir de présenter pour la première fois les titres de l'info. Oui, c'est ça. Alors, au sommaire de ce lundi 2 mai 2016, à l'occasion du 1er mai, jour de la fête du travail, les syndicalistes affiliés à l'UNSA ont pu échanger autour des risques psychosociaux, tels que le stress, le harcèlement ou encore les violences au travail. Le magazine Nouvelle Semaine a fêté ce vendredi 29 avril son 300e numéro. Pour cet événement, journalistes et personnalités se sont retrouvés autour d'un cocktail dînatoire. Emploi, eau, transport et bananes étaient au cœur de la rencontre entre Harry Chalus et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Autant de problématiques majeures abordées pour le développement de notre archipel Guadeloupe. Merci Mélissa, qu'on va retrouver en fin de journal, mais tout de suite on va entrer dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, on parlera de l'octroi de mer. C'est une question qui revient souvent sous le tapis, particulièrement dans notre pays, puisque nous savons quelle dépendance entre guillemets nous avons par rapport à cette taxe, ces taxes, puisqu'elles sont plus, c'est plus une seule taxe, mais c'est plusieurs taxes qui datent déjà de l'époque coloniale. Avec nous, le spécialiste de l'octroi de mer en Guadeloupe, il a déjà produit un ouvrage et il vient de sortir, je vous le disais, cet opuscule sur la question des tarifs d'octroi de mer de façon plus transparente et démocratique. Alain Plaisir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vous demanderai bien sûr d'être un petit peu pédagogique, puisque ce sont des questions qui sont très techniques et qui passent quelquefois au-dessus de la tête, même des journalistes comme moi. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer. J'ai le grand plaisir à vous accueillir. À vous demander la première chose, dis-moi en deux mots ce qu'est l'octroi de mer historiquement. L'octroi de mer, c'est une taxe qui existe depuis l'époque coloniale, depuis environ 1890, qui a été créée pour permettre aux communes de Guadeloupe d'avoir des recettes. Les communes de Guadeloupe ou toutes les colonies? Les quatre vieilles colonies. Les quatre vieilles colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Bon. Tout simplement parce que les esclaves, qui n'étaient pas des salariés, après l'esclavage, n'avaient pas les moyens de payer l'impôt, comme en France. Et donc, on a imaginé, à l'époque, de créer un impôt sur les marchandises qui venaient par la mer. Oui. Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle ça octroi de mer, puisque ça venait par la mer, et toutes les marchandises étaient taxées, et les recettes allaient aux communes de Guadeloupe. Et alors, d'un premier temps, les recettes n'ont pas été à toutes les communes, ont été au port. C'est-à-dire Grand Bout de Marie-Galante, le Moule, près de David-Bastille. Les quatre ports touchaient ce qu'on appelle l'octroi municipal, qui est devenu au fil des temps l'octroi qui a été étendu. Et maintenant, donc, toutes les communes de la Guadeloupe perçoivent au prorata de la population la recette. C'est une recette qui permet de faire fonctionner les communes. Alors, à quoi sert cet argent qui est prélevé? Parce qu'en fait, c'est une taxe invisible, comme on dit. Elle est invisible, donc c'est un impôt. Il faut le dire clairement, parce que quelquefois on dit aux Guadeloupéens, il y a 25% de Guadeloupéens seulement qui paient l'impôt. Oui. En réalité, tous les Guadeloupéens paient l'impôt indirect, c'est-à-dire la TVA, qui est l'impôt qui rapporte le plus à l'État, et l'octroi de mer, qui est l'impôt qui rapporte le plus aux communes, et je dirais à la région, puisque depuis 1984, on a créé un droit additionnel à l'octroi de mer, c'est-à-dire un octroi de mer supplémentaire, et la recette de l'octroi de mer régional va à la région. Donc, pour répondre précise à votre question, les recettes de l'octroi de mer vont aux communes, depuis l'époque coloniale, et depuis 1984, depuis la décentralisation, une partie des recettes vont à la région. Alors donc il y a deux parties dans cette recette, c'est-à-dire une recette communale et une recette régionale, je veux dire prélevée sur les mêmes marchandises. Tout à fait. Oui. Alors pour être simple, prenons une marchandise ordinaire, la chemise que vous avez. Oui. Quand cette marchandise arrive au port, et maintenant à l'aéroport, puisqu'il y a des transports par avion, cette marchandise va payer 7% d'octroi de mer,
7% de la valeur. Donc cette recette-là ira aux communes de la Guadeloupe et cette marchandise paiera 2,5%. 2,5% et cette recette ira à la région. Donc vous avez l'octroi de mer pour les communes et vous avez l'octroi de mer régional pour la région. Donc vous avez bien fait de souligner que maintenant il y a plusieurs octrois de mer. Oui. Et en plus, depuis quelque temps, depuis la loi de 1992, on a créé un octroi de mer interne. Donc, sur les marchandises produites en Guadeloupe. Oui. Bon, donc, ce que vous contestez d'ailleurs. Ce que je conteste, puisque c'est une aberration de faire payer les entreprises guadeloupéennes au lieu de les subventionner. Je pense qu'il vaut mieux subventionner les entreprises guadeloupéennes pour qu'elles soient compétitives, oui, mais pas mettre un handicap supplémentaire. Donc, il y a aussi l'octroi de mer interne et l'octroi de mer régional interne. Donc, en réalité, ça fait 4 taxes. Oui. Qui existe. Sur ma même chemise, j'ai 4 taxes. Non. Là, la chemise vient de l'extérieur. Donc, vous aurez l'octroi de mer régional et l'octroi de mer communal. Bon, oui. Par contre, prenons un exemple. Sur le produit du jus de maracuja. Voilà. Donc là, c'est en Guadeloupe. Hein. Oui. Vous allez payer l'octroi de mer qui va aux communes et l'octroi de mer régional qui va à la région. Oui. Donc, mais vous ne payez pas les 4, vous payez 2 à chaque fois. Ouais. Alors, et le prélèvement de cet octroi de mer, la région s'en sert pour son budget ou redistribue vers les communes sous forme de subvention? Qu'est-ce qui se passe exactement avec cet argent qui est prélevé? Alors, pour l'instant, les recettes sont perçues par la douane, puisque c'est la douane qui se trouve aux frontières. Donc, aucune autre administration ne peut percevoir à la frontière, c'est bien la douane. Et, qui reverse aux communes, donc je vous disais au prorata de la population. La commune qui perçoit le plus actuellement, c'est Zabim, oui, et ainsi de suite. Et le moins c'est Vieux-Fort. Le moins c'est Vieux-Fort. Ouais. Et Vieux-Fort, les terres de haut, terres de bas des Iranes sont des communes qui ont moins de 3 000 habitants, mais on considère que ces communes ont 3 000 habitants et ils ont l'octroi de mer pour 3 000 habitants. Ouais. Et donc ça c'est la douane qui verse tous les mois aux communes. Bon, ce qui permet aux communes de payer les agents et de fonctionner. Bon, s'il n'y avait pas l'octroi de mer, ces communes ne pourraient pas fonctionner. Bon, sur une cessation de paiement. La douane verse également à la région. Et l'octroi de mer régional. Et l'octroi de mer régional va dans le budget de la région. Et si vous voyez le budget de la région, vous verrez que pratiquement 40% des recettes de la région viennent de l'octroi de mer régional. Alors, Alain Plaisir, est-ce qu'il n'y a pas question peut-être est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Vous êtes en train de dire que plus on va importer, plus la région a de l'argent, en fait. Ah, tout à fait. Et c'est pour cette raison que dans cette brochure, cet opuscule, oui, je disais qu'il fallait que l'octroi de mer soit transparent, il fallait qu'il soit juste, il fallait qu'il soit démocratique. Oui. Actuellement, c'est ni transparent, ni juste, ni démocratique, parce que personne ne sait ce qu'on paye. Alors que vous payez, vous ne savez pas ce que vous payez. Et c'est pas juste non plus, parce qu'il y a des marchandises de première nécessité, comme les médicaments qui sont taxés, et d'autres, comme par exemple les transats qui vont dans les hôtels, qui ne sont pas taxés. Donc il y a véritablement un problème à ce niveau-là. Justement, donc comment se passe l'exonération pour l'octroi de mer? L'exonération, vous avez des marchandises qui sont exonérées de TVA. Il y a une liste et la région a possibilité d'exonérer également d'octroi de mer des marchandises qui sont exonérées de TVA. Et je vais prendre un exemple. Les marchandises qui sont exonérées de TVA en Guadeloupe, ce sont les marchandises destinées à l'hôtellerie, à l'industrie agricole, à l'industrie et à l'agriculture. Pas à l'audiovisuel, parce qu'au moment, il était question que les instruments comme une caméra ou des choses comme ça étaient exonérés. Si c'est audiovisuel, c'est parce que ça rentre dans l'industrie. L'industrie, mais c'est l'industrie, l'hôtellerie, hôtellerie et agriculture. Si quelqu'un qui est un apiculteur, par exemple, qui voudrait acheter un appareil pour ses abeilles, oui, va faire une demande d'exonération d'octroi de mer. Parce que ce produit est automatiquement exonéré de TVA. Automatiquement. Donc, par contre, il faut faire une demande à la région pour avoir l'exonération d'octroi de mer. Bon, donc, en général, les professionnels savent. Donc, ces professionnels font une demande, une attestation sous l'honneur, disant que
la destination, c'est bien ou l'hôtellerie, ou l'industrie, ou l'agriculture. Et vous avez aussi les administrations régaliennes qui peuvent avoir droit à des exonérations dans certains cas. Par exemple, pour la douane, on peut donner l'exonération pour équiper les douaniers en uniforme. D'accord. Pas pour acheter des ordinateurs, hein, mais pour, par exemple, je sais pas, le treillis, les bottes et tout ça, on peut demander une exonération. Il y a également la météo aussi qui est exonérée. Donc vous avez des marchandises qui sont exonérées de par la loi, mais il faut faire un minimum de formalité, ce qui se fait. Mais autrement, tout le reste paye. Alors, je veux prendre un exemple concret avec vous. On en parle ici. Si on prend par exemple une usine qui produit de l'eau en Guadeloupe, au Capes, Matouba, etc. Quelle est la différence d'octroi de mer, la différence entre ce que paierait Evian ou une marque Badora, etc., des marques qui viennent de France, et par rapport à la production locale, c'est-à-dire la production d'eau guadeloupéenne? Oui, alors effectivement, quand à chaque fois, je vais essayer d'être pédagogique, à chaque fois qu'il y a une production guadeloupéenne, cette production guadeloupéenne est dans une liste. Alors, vous avez pris l'exemple de Capes ou de Matouba, il y a une liste, dans la liste, on dit que en Guadeloupe, on produit de l'eau. Oui. De l'eau en bouteille. Donc, comme cette entreprise Capes, pour l'exemple de Capes, a un chiffre d'affaires de plus de 500 000 euros, maintenant le seuil est descendu à 300 000 euros. Vu que c'est 300 000 euros. 300 000 euros, Capes est passible d'octroi de mer. Passible d'octroi de mer interne, bon, bien sûr. Voilà. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que la région, à moins que ça change, la région a exonéré de l'octroi de mer, donc la part qui va aux communes. Par contre, la région fait payer l'octroi de mer régional, les 2,5%. C'est pas hasard, hein, parce que la région est généreuse quand il s'agit de récupérer sur les communes, mais par contre, systématiquement, la part qui va à la région est taxée. Donc, la Capes va payer 2,5% sur son chiffre d'affaires. Et c'est une déclaration trimestrielle. Donc chaque trimestre, ils vont calculer 2,5% sur le chiffre d'affaires et sera versé à la douane qui verse à la région. Alors si c'est Evian, alors j'ai pas le taux précis, mais je pense que c'est 20%. Parce que vous avez trois listes, 10, 20, 30. Bon, je pense, hein, alors là c'est toute réserve puisque j'ai pas toute la nomenclature en tête, mais c'est pas 10. Hein, je pense que c'est supérieur à 10. Le maximum c'est 30. Donc je pense que Evian va payer 20%. Alors attention, 20% plus 2,5%, puisque je vous ai expliqué qu'on paie systématiquement l'octroi de mer régional, 22,5% pour Evian et 2,5% pour Capes. Alors, je pose la question, pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut considérer que cet octroi de mer est une protection pour les produits industriels, entre guillemets, de la Guadeloupe par rapport à l'extérieur? J'ai pris le cas de l'eau volontairement, mais ça aurait pu être un autre produit. Oui, bonne question. Bon, effectivement, il y a eu des rapports qui ont montré que s'il n'y avait pas l'octroi de mer, 75% des entreprises de production de Guadeloupe allaient disparaître. Donc, c'est quand même une protection. Parce que quand si vous mettez 20% sur Evian, le consommateur, si c'était le même prix, beaucoup de consommateurs auraient acheté Evian. Ils disent, Evian, c'est quand même l'eau qui vient du Mont Blanc, c'est de l'eau minérale, c'est de l'eau qu'on donne aux bébés. Bon, voilà. Bon, mais le fait que Capes coûte moins cher, il y a des consommateurs qui achètent Capes. Donc, c'est une protection. Bon. Pour d'autres produits aussi, on pourrait citer d'autres produits. Par exemple, le ciment. Le ciment est produit en Guadeloupe. Hein, a aussi une protection. Et la farine. Alors, la farine, c'est carrément 30%. 30% d'octroi de mer sur la farine importée. Donc, s'il n'y avait pas cette protection, il y aurait que de la farine venant de France. Farine France. Farine France, comme on dit. Or, maintenant, le consommateur a un choix. Il y a farine qui sort de France, genre Francine et compagnie, et il y a la farine qui sort de GMA. Et surtout les familles les plus modestes vont acheter chez GMA parce que c'est un peu moins cher. Donc, c'est une relative protection, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Europe conteste cette protection. C'est pour cette raison que l'Europe a décidé de fixer
un seuil de taxation. On ne peut pas dépasser, par exemple, les 30%. Or, quelquefois, 30% ne suffit pas. Oui, bien sûr. Ne suffit pas. Bon, alors je pose cette raison. On voit la différence minime de prix sur la question de l'eau entre les eaux importées et les eaux produites en Guadeloupe, par exemple. Oui, voilà, tout à fait. Alors, c'est pour ça que ma réponse est nuancée. Oui. Parce qu'il y a des cas où la protection ne suffit pas. Oui. Je vais prendre 2 exemples. L'exemple du poisson. Oui. Où après avoir mis 22,5% de taxes d'octroi de mer, le poisson arrive chez l'importateur à 2,83 € le kilo. Oui. Et notre dorade est vendue, enfin je prends le même poisson, une dorade de dorade que les gens achètent de plus en plus, malheureusement, une dorade de dorade dans le supermarché, il arrive chez l'importateur à 2,83 € en ayant payé le transport, la TVA, l'octroi de mer, le droit de port. Ça arrive dans ce magasin à 2,83 €. Oui. Bon, il y a un autre exemple, c'est l'igname. L'igname de Costa Rica. Il arrive tout payé, tout compris, à 98 centimes. Wow. et nous avons fait des recherches. Les producteurs de Guadeloupe disent que notre prix de revient, sans bénéfice, c'est 1,40 €. Oui. Donc c'est pas compétitif. C'est pas compétitif. Le consommateur qui n'a pas une vocation d'acheter, on veut dire, national Guadeloupe. Ou les moyens, tout simplement, parce que c'est une question de moyens. Oui. Se penche vers une production qui est extérieure, qui n'est peut-être pas de meilleure qualité d'ailleurs. Voilà. Alors c'est pour ces raisons, à la fin de l'opuscule, je dis qu'il faut une fiscalité propre à la Guadeloupe. Voilà, donc je reviens à ma question de l'autonomie de la Guadeloupe, qui de plus en plus devient un impératif. Oui. Parce que on a des règles qui sont fixées par l'Europe. Oui. C'est comme ça, c'est pas comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, les élus de la région sont obligés de faire un rapport annuel pour rendre des comptes. Tout à fait. Et ils peuvent se faire taper sous les doigts à n'importe quel moment. Alors que si vous êtes autonome, vous avez une fiscalité propre et vous allez taxer d'une autre manière. Oui. Je vais prendre un exemple. 2 exemples pour montrer comment la fiscalité guadeloupéenne serait efficace. La première, c'est que l'octroi de mer taxe les produits de toute provenance. Si vous voulez avoir un accord avec la Dominique, vous ne pouvez pas avoir l'accord avec la Dominique, puisque si c'est 20%, que ça vienne de la Chine, que ça vienne du Pérou, que ça vienne de France, c'est 20%. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire, comme certains disent, oui, on va aller dans le CARICOM, on va aller... Bon, on ne peut pas, puisqu'on a des règles qui sont fixées par l'Europe. Tout à fait. Bon, ça c'est le premier élément négatif dans le cadre actuel. Le deuxième élément, c'est que j'ai pris l'exemple du poisson de l'igname. Vous voyez que malgré 20% de taxation, 20% sur une somme minime, 20% sur 1 euro, c'est pas grand-chose. 1,80 €, c'est pas grand-chose. L'igname, c'est pareil. L'igname arrive en Guadeloupe à 65 centimes. Vous mettez l'octroi de mer à 15%, ça vous donne quelques centimes de plus. Bon. Nous, ce qu'on préconise aussi pas, c'est avoir la possibilité de taxer, non pas simplement sur la valeur, mais également sur le poids. Le poids. Alors, une taxation forfaitaire, au lieu de mettre 20% sur une somme minime, nous, on pourrait décider de mettre 70 centimes le quintal, divisé par 100, ça fait 70 centimes le kilo. 70 centimes plus sur le prix de revient, ça met à égalité. Oui. Et là, vous pouvez développer une production guadeloupéenne, et là, vous pouvez dire aux Guadeloupéens, achetez local. Oui. Mais s'il y a une différence considérable entre le prix du produit guadeloupéen et le prix importé, au crédit ça revêt, il dit non, mais porte-monnaie, moi, pas patriotique. Absolument. Bon, y a pas... Alors, sur autre chose, notre aspect que je voulais voir avec vous, sauf si j'ai une question tout de suite, non? C'était juste peut-être un petit mot par rapport à la grève des douaniers, puisqu'ils avaient parlé justement de l'octroi de mer. Quel est votre avis justement à ce sujet? Oui, ce que craignent les douaniers, je rappelle que j'étais secrétaire général du syndicat des douanes le plus important pendant 21 ans, donc je connais bien les questions des douaniers. Ce que craignent les douaniers, c'est que l'octroi de mer soit géré par la préfecture, et comme c'est la préfecture qui n'a n'a pas de tradition, donc on risque d'avoir des bouleversements au détriment des douaniers qui perdront une partie de leur mission, mais également au niveau de la région. Donc ils ont manifesté, mais en toile de fond, c'est surtout la question des effectifs.
Alors peut-être qu'ils ont mis en avant l'octroi de mer, mais ce qui préoccupe les douaniers, c'est que depuis quelques années, les effectifs diminuent. Or, vous savez que la douane, il y a deux douanes. Hein. Il y a la douane en tenue, qui protège nos côtes. Mais ces douaniers-là sont de moins en moins nombreux. Et vous avez des armes qui rentrent, vous avez de la drogue qui rentre, vous avez toutes sortes de trucs qui arrivent. Et la douane n'a plus les moyens de protéger les citoyens. Donc, en plus, il y a ce problème d'octroi de mer qui est réformé sans cesse. Donc, il y a une inquiétude des douaniers par rapport à l'avenir de l'octroi de mer. Alors, autre question, c'est les rapports entre la Guadeloupe et la Martinique du point de vue de cet octroi de mer. Oui. Puisque théoriquement et même pratiquement, structurellement, la Guadeloupe et la Martinique sont des territoires français. Alors, comment expliquer que quand je vais faire imprimer un journal en Martinique, où les prix sont quelquefois inférieurs aux prix guadeloupéens, je dois, en arrivant ici, payer un octroi de mer? Ah non, normalement, vous ne devez pas payer. Ouais, si on vous fait payer, c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez contester. Non. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le marché antillais. Oui. Depuis 1995, le marché Guadeloupe-Martinique, c'est un marché unique. C'est un marché, simplement, il faut faire une déclaration au départ, en disant voilà, ça va en Guadeloupe. Et bon, donc vous ne devez pas payer. Le marché entre Guadeloupe et Martinique, normalement, vous pouvez rentrer votre marchandise à Martinique sans payer. Attention, M. Plaisir, parce que j'ai cru comprendre que pour le champagne, il y avait une espèce d'exception. Il y avait. Oui, non, c'est pas une exception. Le champagne, c'est. Bon, la difficulté, c'est que pour qu'il y ait un marché unique, oui, comme en France, il y a un marché unique. Oui. Et le marché unique, ça veut dire qu'il y a un tarif unique. Tout à fait. En France, en Europe, il y a ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, TEC. Et donc, quand vous rentrez en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, vous allez payer, par exemple, un produit qui vient de Chine, le même taux. Oui. Bon, donc, c'est vraiment un tarif. Et l'argent va dans une caisse commune, donc à Bruxelles, les fameux, ceux qui permettent d'avoir les faux euros. L'argent va dans une caisse de l'Europe, et cette caisse-là, on appelle ça des ressources propres. Oui. Ça fait partie des revenus de l'Europe. Oui. Parce que quand on parle de l'Europe, les gens ont l'impression que c'est une banque. C'est pas une banque, hein. C'est simplement l'Europe fait comme un peu partout. Voilà, l'Europe fait comme la région. Hein, il y a des impôts. Oui. Et donc, tandis que entre la Guadeloupe et la Martinique, il y a soi-disant un marché antillais, mais vous avez des tarifs différents. D'accord. Vous avez pris l'exemple du champagne. Effectivement, il y a quelques années, le champagne était taxé en Martinique à 40%. Oui. Et en Guadeloupe à 20%. Les Martiniquais achetaient le champagne. Qu'est-ce que les Martiniquais faisaient? Ils achetaient le champagne en Martinique. Oui. Et comme le marché est libre entre Guadeloupe et Martinique, ils rentraient avec un champagne à 20%. Tout à fait. Oui. Et c'est pour cette raison qu'au moment où on disait que les Guadeloupéens sont les gens qui buvaient le plus de champagne dans le monde. Oui. Parce qu'en réalité, il y avait dans les statistiques, il y avait le champagne qui était réexpédié. Tout à fait. Mais maintenant, ils ont équilibré, ils sont mis d'accord et le champagne paie 25% des deux côtés. Donc maintenant, vous verrez, les statistiques, c'est à peu près pareil. Sauf que ça ne fonctionne pas pour ce marché. Il est guadeloupano ou martiniquais, mais il ne fonctionne pas pour la Guyane. Non, il ne fonctionne pas. Ouais. Contrairement à ce que certaines personnes disent, hein, même j'ai entendu dans un débat, je parlais de marché antillais-guyanais, ça n'existe pas. Si vous envoyez un truc en Martinique, en Guyane, vous allez payer. Oui. Et si les Guyanais envoyaient quelque chose... C'est normal ça, ce plaisir? Non, il faudrait arriver à se mettre d'accord avec la Guyane. Oui. Et il faudrait se mettre d'accord, mais ça mérite des discussions, oui, des négociations. Mais entre les régions. Pas au niveau de l'État. Entre les régions. Non, entre les régions. Oui. Non, parce que là, les régions sont maîtres d'œuvre. La difficulté, c'est que les Guyanais ont dit ce marché antillais-guyanais nous défavorise, parce que comme les Guyanais n'ont pas encore de grosse production, pour l'instant, et donc ils recevaient des produits venant surtout de la Martinique, oui, et eux ils avaient presque rien à vendre, donc c'était pas très intéressant pour eux. Mais il faut tout remettre à plat et pour voir comment on met en place ce marché antillais-guyanais. Alors, avant de terminer, je voulais voir avec vous, on parlait un petit peu de la géothermie, mais voir l'aspect politique de tout ce que vous dites. Dans cette brochure que je rappelle qui est en vente et qu'il faut lire, vous parlez de transparence et de démocratique. Alors, finalement, rien n'est transparent aujourd'hui. Pourquoi? Non, parce que ça vient des gens qui dirigent la Guadeloupe.
Oui. Parce que normalement, n'importe qui en Guadeloupe, en France, c'est qu'il y a des taux de TVA. Vous voyez, quand vous achetez votre marchandise, vous voyez en bas, hors taxe, TVA à temps. Mais l'octroi de mer, vous ne savez pas ce que vous payez. Personne ne sait. Et pourquoi? Parce qu'au départ, ça n'existait pas. Puisque c'est l'époque coloniale. Maintenant, on est dans une période moderne. Il faudrait que ça apparaisse. Mais ça n'apparaît pas. Donc, c'est un débat que nos élus, surtout la région, et avec les collègues de la Martinique, discutent et disent bon, il faut que les Guadeloupéens sachent ce qu'ils paient. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et dans la loi, ce n'est pas prévu. La loi n'oblige pas à mettre la transparence. Donc ça, c'est un problème. Notre problème, c'est que c'est la région qui décide des taux. Mais la région peut très bien décider demain, j'ai besoin de 5 millions d'augmenter les taux. Oui, c'est le cas peut-être pour l'essence, où on voit que, par exemple, le taux qu'on paie en Martinique, à la région Martinique, n'était pas le même que le taux de la Guadeloupe. Tout à fait. En Martinique, c'est inférieur. Ça explique qu'on paie l'essence 10 centimes de plus qu'en Martinique. Donc, il n'y a pas de transparence. Vous avez des aberrations que je cite dans le livre. Par exemple, vous voulez lutter contre l'alcoolisme, alors que les jus de fruits sont taxés à 30%. Moins cher que la bière. Moins cher que la bière. Taxé plus que la bière. La bière est taxée à 25 et le jus de fruits est taxé à 30. Et c'est même pas du jus de fruits de la Guadeloupe, puisque c'est du concentré de jus de fruits qui vient d'ailleurs. Et le seul truc qui est guadeloupéen là-dedans, c'est l'eau. Et c'est taxé à 30%. Et le riz, c'est pareil, le riz qui est alimentation de base des Guadeloupéens est taxé à 30%. Surtaxé ici. Et l'eau, l'eau potable, l'eau que nous buvons, 1%. Ne devrait pas être taxé. Alors, deux mots sur la géothermie, puisque je sais que vous êtes très impliqué dans ce domaine. Il ne va pas nous laisser beaucoup de temps. Je dis déjà qu'on aura l'occasion de revenir de façon beaucoup plus approfondie sur cette question. Où en sommes-nous, ce problème de la géothermie? Oui, alors je profite des ondes de Canal 10 pour dire que le collectif organise une assemblée générale jeudi 5 mai à 9h du matin à la Casa del Tango. Nous appelons tous les Guadeloupéens qui sont soucieux de l'avenir de la Guadeloupe, parce que là, pour nous, c'est fondamental, c'est stratégique d'avoir la maîtrise de notre énergie. Donc nous appelons les Guadeloupéens à une assemblée générale que nous faisons jeudi, donc c'est un jour férié, 5 mai à 9h du matin, à Casa del Tango. C'est le collectif géothermie guadeloupéenne, enfin. Voilà, le collectif de sauvegarde de la géothermie qui est composé d'associations, de partis politiques, de citoyens. Et nous aurons, j'annonce ça aujourd'hui, là, en scoop pratiquement, nous aurons un groupe guadeloupéen qu'on appelle le groupe Amen, qui est dirigé par un Guadeloupéen, Gérald Bougré, qui est très impliqué dans pas seulement la géothermie, les énergies renouvelables, qui travaille à l'international, qui est d'accord pour participer à cette Assemblée générale à travers une visioconférence où il pourra expliquer les enjeux et qui pourra également répondre aux questions. Et l'autre information, c'est que nous sommes reçus, donc le collectif, nous sommes reçus par le président du conseil régional le lendemain, le 6, à 11h du matin. D'accord. Dernière chose, Alain Plaisir, on va vous laisser partir. Depuis quelque temps, on a observé une flambée des prix. Je sais que vous avez été souvent très soucieux de cette question et aussi spécialisé. Est-ce qu'on peut estimer dans une quinzaine de jours vous revoir pour parler uniquement de la hausse des prix et du panier de la ménagère? Tout à fait. Moi, je suis à votre disposition pour informer les Guadeloupéens. Parce qu'effectivement, les prix augmentent, la vie devient de plus en plus chère, et ce sont les familles les plus modestes qui souffrent le plus. Donc, il y a des moyens, on peut faire baisser les prix en Guadeloupe. Ouais. Bien, mais voilà, je vous remercie d'être venu parler, je le rappelle, de l'octroi de mer transparent et démocratique, comme vous le dites dans cette brochure. Il est pratiquement 13h, on prend une page de pub et puis on se retrouve tout à l'heure avec nos journalistes Mélissa et Jessie pour le développement de l'information. Et bien sûr, pour nos autres invités, puisqu'on doit recevoir tout à l'heure Madame Nancy Fleurival pour Cap Excellence Théâtre. Voilà, il est 13h, vous êtes toujours dans le ZCL. Voilà, retour dans le ZCL et avec la venue de Nancy Fleurival.
Rival. Je fallait dire Sinatra. Non, non. C'était pour rigoler. Bon, voilà, il est 13h07. On va parler, bien sûr, culture avec elle. On va parler aussi de tourisme avec Béatrice Perriot, qui est là. On va parler aujourd'hui, c'est exceptionnellement de bonnes choses, de saveurs saintoises. Elle nous dira tout à l'heure le contenu. Et puis, bien sûr, en fin de journal, on parlera d'ostéopathie avec Mélissa. Mais pour l'heure, on retourne vers Jessie, qui is back. On Jessie, what's the news today? Ce sera Mélissa qui va reprendre. C'est Mélissa qui donne les titres, oui. Alors les titres de ce lundi 2 mai 2016, à l'occasion du 1er mai, jour de fête du travail, les syndicalistes affiliés à l'UNSA ont pu échanger autour des risques psychosociaux tels que le stress, le harcèlement ou encore les violences au travail. Le magazine Nouvelle Semaine a fêté ce vendredi 29 avril son 300e numéro. Pour cet événement, journalistes et personnalités se sont retrouvés autour d'un cocktail dînatoire. Emploi, eau, transport et bananes étaient au cœur de la rencontre entre Harry Chalus et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Autant de problématiques majeures abordées pour le développement de notre archipel Guadeloupe. Merci Mélissa, j'essaie tout de suite au développement. Et donc, comme annoncé pour ce 1er mai, l'UNSA organisait hier une conférence sur la reconnaissance des risques psychosociaux au travail. 2 thèmes ont été abordés durant la matinée: situation de dégradation des conditions de travail d'un salarié et rôle du syndicalisme dans l'intervention du CHSCT. Nous avons rencontré Michel Litapin, secrétaire régional UNSA Guadeloupe. Reportage tout de suite de Ludwig Benito. Alors, l'UNSA a décidé de donner la parole aux salariés aujourd'hui ce 1er mai. La preuve, c'était une bonne initiative. Ils ont répondu présent, vu le nombre de personnes dans la salle. Les échanges, comme vous pouvez le constater, sont très fructueux et que c'est le thème psychosocial, la notion de risques psychosociaux, RPS, un thème d'actualité. Nous avons pris cette initiative suite à différentes demandes de nos mandants qui venaient nous poser des problèmes en ce sens. Et n'ayant pas les outils pour pouvoir les aider, nous avons décidé, à travers tous les thèmes que nous avons, de choisir pratiquement cette notion pour essayer de définir les contours, premièrement, de trouver des définitions pour mettre les mots justes là où il faut, sur les mots, je dirais les mots MOT sur les mots MAX, de manière à nous permettre d'aider véritablement les collègues qui sont en situation de souffrance. Alors, la notion de risque psychosociaux est une notion qui est très vaste et difficile à définir. Il y a plusieurs thèmes qui interviennent là-dedans, c'est-à-dire le stress, harcèlement, burn-out, bore-out. Enfin, nous avons des mots nouveaux qui apparaissent, mais là, le conseil que nous donne le spécialiste, c'est véritablement de l'aborder sur un thème, sur des thèmes connus, c'est le stress qui est défini déjà légalement, le harcèlement également, et la violence au travail. Donc ce sont des entrées qui nous permettront justement de mieux analyser la situation, et après analyse, il va falloir qu'on se donne les moyens pour pouvoir défendre les collègues. Quels sont les moyens que nous disposons à notre disposition? Eh bien, d'abord, il y a le CHSCT. Ensuite, il y a le droit de retrait et la procédure de retrait en cas de danger grave et imminent. Ça, ce sont les éléments juridiques que nous avons à notre disposition. Mais vous savez qu'il s'avère parfois que ces éléments ne sont pas suffisants. Donc, il faut passer à autre chose, à savoir la saisine de l'inspection du travail ou en passant par le juge. Et si d'aventure, c'est en épuisant toutes ces ressources, parce que l'UNSA est avant de privilégier avant tout le dialogue social, eh bien écoutez, si après avoir épuisé toute la procédure et il se trouve que le dossier n'avance pas, eh bien nous passons à autre chose, à un élément que tous les syndicats ont, c'est-à-dire la grève. Et c'est reparti pour le Cap Excellence en théâtre. La 5e édition aura lieu du 2 au 8 mai en Guadeloupe. Création dramatique, lecture publique, ateliers et stages. C'est un programme très riche qui vous attend donc sur le territoire des villes Abim, Bémao et Pointe-à-Pitre. Nous étions présents samedi dernier au Centre culturel Sonis lors de la présentation du festival. Reportage tout de suite d'Harold Luce. Cap Excellence en théâtre, c'est plus de 10 000 spectateurs généralement qui sont mobilisés, qui sont autour de nous. C'est une diversité de lieux également, c'est-à-dire tout le territoire de l'agglomération. Mais à l'intérieur également de chaque territoire de l'agglomération, il y a une diversité aussi de sites
pouvant accueillir aussi bien des pièces que des lectures de pièces, mais également ce sont des rencontres professionnelles, ce sont des ateliers de théâtre qui sont également proposés. C'est une grande diversité aussi du point de vue des publics, de l'âge des publics, puisqu'il y a des activités, il y a une offre pour le grand public, mais aussi pour le jeune public. Cap Excellence en théâtre, c'est donc aussi surtout du théâtre de création qui fait appel à des compagnies professionnelles de Guadeloupe, mais aussi de la Caraïbe et au-delà. Donc, pour toutes ces raisons, Cap Excellence en théâtre, c'est une grande manifestation théâtrale au niveau caribéen. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le conseil régional, que je représente par ailleurs en tant que président de la commission culture, soutient cette manifestation fortement et estime qu'il constitue notre manifestation majeure en matière théâtrale. Qu'est-ce que je souhaite? C'est que le travail que nous avons commencé à Sonis, qu'on puisse continuer, laisser faire la formation des jeunes, la formation de nos associations, la formation en général de tout le monde de la culture, pour que nous ayons un festival, comme je disais tout à l'heure, un festival qui va à l'excellence, puisque nous avons déjà un festival de qualité. Au niveau de Sonis, nous n'avons pas que le théâtre, nous avons 24 professeurs. Nous avons la musique, guitare, piano, danse classique, danse moderne, etc. Et y compris le théâtre, hein, puisque le théâtre, vous savez, aux Abîmes, c'est le bassin du théâtre. Voilà, et on continue donc avec Cap Excellence en théâtre, puisque c'est ce soir qu'aura lieu la séance officielle d'ouverture sur la place de la mairie, donc en public. Bonjour Nancy Florival. Bonjour. C'est difficile d'organiser un Cap Excellence en théâtre? On va dire, on est quand même à notre 5e édition, donc tout ce qui était pour nous des difficultés sont devenus des choses très simples à pouvoir gérer. Mais bon, nous avons toujours, il n'est jamais facile de pouvoir mettre en place des manifestations comme ça d'un claquement de doigts. Oui, et ça prend du temps pour monter une manifestation de ce type, de cette ampleur? Ça prend du temps, beaucoup de réflexion, parce que nous essayons quand même de mettre en avant tout ce qui est médiation culturelle et ne pas faire un spectacle pour faire un spectacle. Donc nous cherchons les meilleures programmations pour toucher tous les publics, puisque nous allons du très jeune public, donc de 1 an, jusqu'à 104 ou jusqu'à ceux qui ne peuvent plus vraiment, comme on dit, venir. Mais tous les publics sont touchés. Ceux qui sont considérés comme public empêché sont aussi mis en avant sur nos manifestations, sur notre festival. J'ai cru comprendre en assistant vendredi à l'inauguration, enfin à la conférence de presse. Exactement. Bonne partie des spectacles étaient gratuits. Il y a une partie, alors l'innovation cette année, c'est de pouvoir faire des manifestations qui sont payantes, puisque nous faisons aussi venir de grandes pointures de France, des Comores, comme on a parlé tout à l'heure, hors plateau. Donc on voulait quand même faire comprendre aux gens aussi que tout ce qui est culture, c'est bien aussi de pouvoir, comme on dit, l'aider en payant, puisque ce sont des personnes, des prestataires que nous faisons venir. Ça coûte cher d'organiser un festival de ce type-là? C'est cher, c'est effectivement très cher, parce que, comme on en a parlé, hein, tout ce qui est logistique, c'est pas facile de faire venir des personnes, comme j'ai dit, de la Martinique, de la Guyane, France, Comores, sont d'Haïti aussi. Oui. Il faut les faire venir, ce sont des billets d'avion à prendre en charge, c'est l'hébergement, ce sont les repas, tout ce qui est logistique sur le terrain, donc les transferts aussi. Oui. Donc voilà, sans compter effectivement tout ce qui est paiement des cachets des artistes. Alors, donc, mais ça vaut le coup, puisque oui, la culture a besoin d'une émulsion, a besoin de quelque chose. Ça vaut le coup quand même de pouvoir proposer déjà aux spectateurs des prestations intéressantes, riches, que ce soit
de qualité qui touche tout ce qui est dramatique. On a vu dans la présentation qu'on avait le Comic Creole Show, les lectures publiques, vraiment toucher tout ce qui est théâtral dans un large thème. Comme j'ai dit, on parle de lecture, passant des jeunes publics à toutes sortes de publics. Il est important quand même de pouvoir proposer ça au public. Voilà quoi. Et je crois savoir que vous travaillez avec Madame Daryl qui devait être là. Exactement. Et à la présentation, elle a eu un véritable stand ovation parce que, semble-t-il, sans elle, il n'y aurait pas eu de festival. Sans elle et sans Cap Excellence et sans l'équipe que nous avons, on n'aurait pas pu avoir ce festival. Elle a rendu hommage à l'équipe, à toute l'équipe qui travaille avec elle. Exactement. Mais c'est vrai que c'est une dame qui tient d'une main de fer plutôt ce festival. Et il n'y a pas du fer dans la main. C'est une femme très douce mais qui sait se faire entendre et voilà, c'est vrai, il faut des gens comme ça autour de nous pour pouvoir montrer que la culture, c'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas juste faire des manifestations, c'est émerger autre chose, faire de la médiation culturelle, donner envie aux enfants qui vont venir dans les coulisses, dans les classes coulisses, donner aux enfants envie, pourquoi pas, de faire du théâtre demain, de devenir des techniciens, de toucher à une caméra, de pouvoir filmer, faire ce genre de choses. C'est quand même important de faire ça. Jessie. Et depuis 5 ans, du coup, comment le public accueille ce festival? Alors, à chaque édition, on sent quand même l'évolution au niveau du public. On est parti d'un public qui était vraiment axé plus sur, quand on leur parlait de théâtre, ils pensaient plus à tout ce qui était comique. Là, on les a emmenés vraiment vers quelque chose de plus élevé. C'est pour ça qu'on mélange toujours, comme j'ai dit, on mélange tous les publics et tous les genres niveau théâtral, en passant de la lecture, du comique au dramatique. Et le public, mine de rien, a un engouement et demande ce genre de manifestation. Et les nouveautés, du coup, par rapport aux années précédentes pour ce festival de 5e édition? Alors, les nouveautés, c'est qu'on a vraiment, comme j'ai dit, on s'est axé sur tous les publics, mais on n'a pas oublié le public empêché. Puisque nous, à la culture, on ne dit pas personnes handicapées, nous disons les personnes empêchées. Donc, nous avons une manifestation qui s'appelle Pleine Lune, avec la compagnie La Balbutie, qui va être très intéressant. Je ne vais pas trop rentrer, parce que j'ai vraiment envie que le public, justement, qui va écouter aujourd'hui, les téléspectateurs qui vont écouter cette émission, puissent venir voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer et comment animer, comme je dis, le théâtre encore plus loin, surtout en Guadeloupe, et pousser notre jeunesse aussi, et pas que notre jeunesse, mais pousser tout le monde à avoir une émergence culturelle. Alors, le festival se déroule, on va le dire, sur une espèce de métropole qui regroupe des Abîmes, Pointe-à-Pitre et Bémao. Nous disons plus communauté d'agglo, oui. Communauté d'agglo, mais enfin, c'est une métropole guadeloupéenne. C'est vrai, comme je vous ai dit, oui. La métropole, c'est par rapport au nombre d'habitants, mais bon, ça, c'est vraiment spécifique. Mais... Alors, si on n'a pas de moyens de déplacement, on fait quoi? Alors, nous avons en place, ce ne sont pas des festibus, nous avons des navettes gratuites qui sont à disposition avec la... Excusez-moi? Au départ d'où ces navettes? Alors, pour tous les départs, pour tout renseignement à ce sujet, je préfère qu'on puisse m'appeler au 0590 68 92 62. J'ai pas eu le temps de noter. Alors, 68 92 62. 68 92 62. Voilà, je suis trop rapide. Voilà. Et je pourrais vous envoyer tous les éléments par mail. On a distribué dans chaque programme que nous avons. Vous avez les passes. Voilà. Les passes festivaliers qui sont à disposition et qui permettent à toutes les personnes qui veulent se déplacer, comme on a dit, sur le territoire communautaire pour les manifestations, d'emprunter la ligne Carulis gratuitement en présentant ses coupons. Les points d'arrêt, tous les horaires, arrivée, départ sont spécifiés dans ce document. Alors bien évidemment, je ne vais pas entrer avec vous dans le détail de la programmation. On va retenir que ce soir, ça commence en plein air. Ce soir, alors nous avons la séance d'ouverture avec la compagnie Sillage qui va nous présenter Marche. Quelque chose de très intéressant et de particulier puisque la scène n'est pas une scène normale comme on les voit sur toutes les présentations. C'est une scène circulaire
mais il faudrait venir à partir de 20h pour pouvoir voir tout cela. Oui, le discours d'ouverture. Le discours, effectivement, de notre président. Il ne sera pas trop long, j'espère. Non, pas du tout. Il parle beaucoup, mais il sait aussi être concis. Mais c'est pas trop long. J'espère qu'il a entendu. En tout cas, si on veut avoir plus d'informations sur le programme, il y a www.capexcellence.net ou sinon sur notre Facebook, vous pouvez avoir l'information sur Cap Excellence, Festival capexcellence.net. Nancy, merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Fleurir notre journal et puis on continue tout de suite avec Jessie et Mélissa. Oui. Le magazine Nouvelle Semaine, qui s'est lancé en avril 2010, vient de passer le cap du 300e numéro après 6 années d'existence. À cette occasion, toute l'équipe du journal s'est réunie autour d'un cocktail dînatoire ce vendredi 29 avril à la maison coloniale de Vonche à Bémao. De nombreuses personnalités étaient également présentes. Reportage d'Olivier Moradel. C'est pas vieux pour un journal, 6 ans, parce que les journaux, les médias sont des entreprises qui durent très très longtemps, heureusement. Alors, mais c'est un parcours qui est encourageant parce que ça veut dire qu'on commence à se stabiliser, qu'on a trouvé un lectorat et qu'on commence à conquérir un public et puis surtout on a pu solidifier une vraie équipe pour travailler et puis pour essayer de donner une information qui est de bonne qualité. Ça prend toujours du temps, mais en 6 ans, on a déjà fait un beau parcours. C'est l'occasion pour l'équipe de Nouvelle Semaine de marquer le coup. Hein. C'est une excellente initiative et puis ça permet aussi à tous les confrères de se retrouver autour d'un moment convivial et festif. Et donc à ce titre, on ne peut que remercier l'équipe de Nouvelle Semaine de nous avoir permis de nous rencontrer ici ce soir. Qu'est-ce qui fait la réussite de Nouvelle Semaine? La solidité de l'équipe, la qualité des gens qui y travaillent, les rédacteurs, on a de très bons journalistes, on a une équipe qui a mis du temps à se trouver, on a un très bon illustrateur qui était le major de sa promotion quand il était au Beaux-Arts. On a vraiment une très bonne qualité dans ce journal. Je crois que c'est ça que les lecteurs reconnaissent. Pour la presse guadeloupéenne, c'est une excellente chose qu'il y ait à la fois une diversité et aussi une longévité de cet hebdomadaire. Bon, même si ce n'est pas le plus ancien, mais c'est maintenant un hebdomadaire qui est dans le paysage médiatique de la Guadeloupe. Et pour la démocratie, pour la liberté de la presse, pour le développement, c'est une excellente chose. C'est très difficile parce qu'on arrive à un moment où le lectorat se réduit. Forcément, les gens lisent de moins en moins sur le papier parce qu'ils ont beaucoup de télé. Un Guadeloupéen a souvent 60 chaînes de télé, il a Internet, il a tout ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile de garder les gens à l'écrit, mais c'est notre métier aussi de toujours trouver de bonnes raisons pour amener les gens à lire. Donc en donnant de bonnes informations, en allant plus loin, en allant au fond et puis en essayant de surprendre aussi. On modifie la maquette régulièrement, on essaye d'être de plus en plus graphique, d'être dans la catégorie News Magazine, c'est-à-dire avec plus d'images, une maquette allégée, avec un peu plus d'illustrations, un texte facile à lire et aussi une information pertinente. On est de moins en moins long aussi sur les textes parce qu'on a les personnes lisent aussi de manière complètement différente maintenant qu'il y a les nouveaux médias. Donc là aussi, on fait de gros efforts de modification de maquette et ça va continuer. Et en plus, nous aussi, on va devoir aller sur le net à un moment. Voilà, il est 13h25 dans le ZCL. Avant la page de pub, on va partir en direction de Terre de Haut avec Béatrice Perriot. Bonjour. Bonjour, Daniel. Béatrice, qu'on retrouve avec plaisir. La dernière fois que je suis venu, on a parlé des loisirs à Terre de Haut. On ne s'ennuie pas là-bas finalement. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Bien aussi. Tout à fait. Je vais vous parler aujourd'hui de la gâterie. Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure. Oui, je vais venir taquiner un petit peu vos papilles aujourd'hui, Daniel. Et les mains vides en plus. Je préfère que vous veniez sur place déguster tout ça. D'un courbouillon de poisson. Oui, un courbouillon de poisson, ça pourrait pas. Je vous attends pour le festival. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut manger de bon au sein de vraiment Terre de Haut? Non, je voulais justement. À part la mer. Je voulais justement faire comprendre aux visiteurs lorsqu'ils arrivent à Terre de Haut qu'ils peuvent tout trouver sur place. Ah bon? Oui, tout à fait. De l'apéritif jusqu'au dessert. Donc c'est vrai qu'on avait pour même l'apéritif. Même l'apéritif. Alors on ne va pas parler d'alcool, on va surtout parler des choses qui accompagnent l'apéritif. D'accord. À commencer par les amuse-bouches. Il y a des choses vraiment qu'on trouve. Vous êtes une grande politesse, hein, vous dites les amuse-bouches. Oui, les gourmandises, les gourmandises. À commencer donc par les choses qui accompagnent
le punch qui accompagne le jus frais que l'on trouve sur place, à savoir les crêpes de poisson. Les crêpes de poisson que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors quand je dis crêpes de poisson, je ne dis pas crêpes de thon en boîte. Ça, vous savez, comme Mélissa, les réunionnaises, à La Réunion, il y a du bon poisson. Hein. C'est vrai. Oui, je sais, puisque j'ai vécu à La Réunion, donc je sais très bien. Voilà. Bon. Donc on a une très très belle gastronomie, effectivement, à La Réunion. Mais à Terre de Haut, c'est mieux. À Terre de Haut, c'est différent. Oui, c'est différent. Terre de Haut, c'est différent. Donc, les crêpes de poisson, donc, qui sont vraiment une spécialité de l'île, les acras et puis les pâtés, les petits poissons aussi. Acras de morue. Oui. Acras de morue et les feuilletés, poissons, lambis, lambi. Exceptionnel, des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pas de crabe, par contre, pas de crabe. Et du crabe, bien sûr. Il y a aussi du crabe aussi, bien sûr. Mais pas du crabe de Guadeloupe. Pas du crabe de Guadeloupe, pas du crabe de terre, oui, du crabe, nos crabes de mer. Par contre, j'ai su qu'à La Réunion, on ne mange pas de crabe. Si, ça arrive aussi. Mais pas comme chez nous. Ça arrive, mais c'est moins courant, effectivement. Oui. C'est moins courant, effectivement, à La Réunion. Donc, les apéritifs, à commencer par les apéritifs. Oui. Et puis après, une belle restauration, puisque vous pourrez trouver de Anse-Mire jusqu'à Fond-de-Curé, voire jusqu'à Bois-Joli, des restaurants qui vous proposent des spécialités de l'île. Alors, quelle est la première spécialité de l'île? En plat de résistance, généralement, vous trouverez donc la crêpe, le tartare de poisson frais, le tartare de poisson frais, des coquilles de poisson, des chiquetailles de raie exceptionnelles. Vous ne mangez que ça qu'à Terre de Haut. Et puis le fameux courbouillon de poisson aussi, et le poisson grillé. Bien sûr, tout ça, c'est de la pêche fraîche. J'imagine que c'est du poisson congelé que vous avez à Terre de Haut. Danick, enfin. Non, sacrilège. Sacrilège. Vous savez que les Saintois sont les meilleurs pêcheurs de la Guadeloupe. Oui, bien sûr, la tradition saintoise, bien sûr. Alors, donc, on trouve du poisson frais. Du poisson frais, du poisson grillé. Donc, quand je commande mon poisson à Terre de Haut, il saute encore dans mon plat. Il est tout frais. Vous pouvez pratiquement le voir dans la nasse. Et bien sûr, c'est pas une petite darne, Danick. Il n'y a pas vol sur la marchandise. C'est un poisson. Voilà. Et donc, en termes de dessert, j'ai pas envie trop d'exciter Jessie, mais enfin... Vous ne m'avez pas dit, Jessie, comment étaient les tourments d'amour. Ah, c'était trop bon. J'ai même pas partagé. Oui, c'est ça. C'est pourquoi quand vous avez arrivé les mains vides, c'est dit cette fois-ci, il n'y aura pas de tourment. J'ai fait volontairement. Je me suis dit qu'il y a certaines choses qui ne se délocalisent pas. Voilà, très bien. Il faut venir les manger sur place. Donc, comme je vous disais, les restaurants qui vous proposent une très belle gastronomie. Et puis aussi, oui, les tourments d'amour. Vous trouvez des marchands de... Toutes sortes de tourments d'amour. Au départ, le tourment d'amour, c'est au coco. Alors, vous savez que notre amie Mélissa qui est là ne sait pas ce qu'est un tourment d'amour. Enfin, elle connaît les tourments d'amoureux, mais le tourment d'amour, elle ne connaît pas. La spécialité, le gâteau, la douceur. C'est un petit gâteau, c'est vrai que vous n'étiez pas là la dernière fois, c'est un petit gâteau avec une génoise et puis farci avec du coco râpé. Au départ, coco râpé. Maintenant, il est décliné à la goyave, à la banane, à l'ananas. Oui. Mais au départ, c'est au coco. C'est délicieux, c'est à tomber. Dernière chose aussi importante, c'est le festival du courbouillon. Je ne savais pas que ça existait. Ben, ça ne pouvait pas se faire ailleurs qu'à Terre de Haut, Danick, puisque vous me direz effectivement que le courbouillon se trouve partout en Guadeloupe, mais c'est à Terre de Haut qu'on trouve le meilleur courbouillon. Donc l'Union des commerçants a décidé donc depuis l'année dernière de faire la première édition du festival de courbouillon en partenariat et soutenu par la CCI, la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Oui. Et le premier festival a eu lieu l'année dernière, le 11 juillet. En juillet. Donc le prochain, il va être répété effectivement cette année. Ça sera donc le week-end du 9 et du 10 juillet. Oui. Dans les restaurants qui seront partenaires du festival. Et avec des remises. Vous trouvez une place, hein? Il faudra effectivement réserver. Avec des remises dans les hôtels, sur le transport maritime. Jessie, on ira. On prend un mot, Jessie, pour y aller? Oui, mais oui, bien sûr. Alors, ça se fait avec n'importe quel poisson à Terre de Haut ou bien... Avec le poisson du jour. Hein. Donc, généralement, la pêche en ce moment, c'est la dorade, c'est le tasard, c'est le thon. Les barbarins aussi. Voilà, donc... même le coulis-roux. Pas en courbouillon. Pas en courbouillon, non, du tout. Non, du tout. Là, après, c'est plutôt en grillé, bien sûr. D'accord. Au frit.
Voilà. Vous me donnez faim et je pense que tous nos téléspectateurs là aujourd'hui... Nous avons la chance d'avoir, c'est vrai, des eaux très poissonneuses. Les Saintois sont de très bons pêcheurs. Sachez que on approvisionne les marchés de Basse-Terre et les restaurants de Terre-de-Haut et les restaurants de Guadeloupe. Donc nous avons une très belle... On prend rendez-vous? On prend rendez-vous le 9 et le 10 juillet dans les restaurants qui seront partenaires du festival avec la CCI de Guadeloupe. Donc vous aurez revu avant ça? Je pense. Oui, oui. N'oubliez pas les 2 week-ends qui suivent, le 8 et le 16. Vous avez Steve Ségor qui va animer 2 séances de Zumba sur les plages de Pompierre et la plage de Font-de-Queré. On trouve tout à Terre-de-Haut. Merci, c'est comme vous gagnez Lafayette. Merci en tout cas, avec plaisir, Béatrice, d'être venue. On vous remercie en tout cas, et puis on vous retrouve dans 3 semaines, ici même en direct, pour nous parler d'une autre douceur des 7. Il est l'heure de la page de pub, il est pratiquement 13h21 dans le ZCL. On retrouve tout de suite après nos amis Mélissa et donc Jessie. 13h35, la suite du journal tout de suite avec Jessie avant de terminer, puisqu'on ne va pas faire de l'ostéopathie, mais avant, je dois simplement donner cette information. Tournoi de foot de Tican Mix Mémorial René Sinirani, organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Capesterre-Belle-Eau. Ce sera jeudi 5 mai, c'est-à-dire le jour de l'Ascension, à partir de 7h30. Le lieu, c'est la caserne de Capesterre-Belle-Eau. Participation 10 € par joueur, 10 équipes maximum, délai d'inscription lundi, c'est aujourd'hui. Alors infoline, un numéro de téléphone 0590 48 99 73. Je répète, c'est un tournoi de foot Tican Mix sur le mémorial René Sinirani. Et donc si vous voulez vous inscrire, et si vous êtes sapeur-pompier ou pas, vous avez un numéro de téléphone, le 0590 48 99 73. Et ce sera donc jeudi 5 mai, le jour de l'Ascension, jour férié, à partir de 7h30. 13h36, Jessie, la suite du journal. Et on continue avec le développement de notre dernier sujet. Vendredi dernier à Bruxelles, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, rencontrait le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'occasion pour les présidents des régions ultramarines d'aborder des sujets tels que l'eau, les modes de transport, l'emploi ou encore les quotas bananiers. Autant de problématiques qui touchent le développement de la région Guadeloupe et qui ont donc une grande importance. Reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. J'ai plutôt été, Marius Panchard aussi, qui a pu intervenir sur les 3 dossiers qui nous tenaient à cœur, notamment le dossier de l'eau, 980 millions, nous avons expliqué un peu la lenteur administrative, le temps que ça prend, que nous sommes en train de nous battre pour qu'il puisse avoir un syndicat unique ou voire 2 syndicats. Comme la région le dit, j'ai entendu certaines choses, mais je préfère ne pas répondre, car il faut savoir pour l'instant que la région a investi 32 millions sur le barrage de Moreau, et ce sera un ouvrage qui sera redonné par la suite au département. Donc là, nous avons expliqué un peu les 50 millions par année que nous voulons investir, mais que les choses traînent, donc il faudrait qu'on puisse nous accompagner financièrement dessus. Nous avons parlé aussi de la banane pour arriver aux 100 000 tonnes, pour permettre le recrutement de 500 jeunes Guadeloupéens, 500 agriculteurs, et peut-être permettre à ce qu'il y ait d'autres recrutements indirects. Et cela aussi permettra par la suite à Dunkerque aussi de pouvoir recruter, il faut le dire aussi, des jeunes. Cela augmente la charge de travail de Dunkerque. J'ai eu le président, M. Xavier Bertrand, qui nous accompagne dessus, qui a même déjà écrit à ce niveau-là au ministre de l'Agriculture, pour pouvoir nous accompagner rapidement. Nous sommes prêts à y aller, prêts à accompagner les agriculteurs. Maintenant, c'est administrativement et que l'État français puisse nous accompagner, peut-être l'Europe qui a une autorisation à donner. Et par la suite, nous avons parlé des grands projets structurants qui nous tiennent à cœur, notamment le bus de mer, le transport, avec le bus de mer qui est porté par le SMT, bien que le transport sera en 2017 sous contrôle de la région, mais surtout aussi le transport aérien pour les îles du Sud qui sont oubliées.
Nous avons parlé aussi des gros chantiers que nous aurons à mettre en œuvre, qui va nous coûter énormément. Donc, il fallait vraiment toucher quelques mots là-dessus et finir par le dossier de l'emploi, la formation des apprentis, pour que nous puissions mieux mobiliser le FSE et que les dossiers aillent un peu plus vite. Alors, j'ai posé la question, j'ai demandé pourquoi pas réfléchir, parce que vous savez, chaque idée, il peut y avoir de bonnes et de mauvaises idées, mais il faut toujours lancer, et des fois les choses peuvent sortir. J'ai même proposé au président, pourquoi pas, le sous-commissaire européen aux régions ultra-périphériques, et il nous a dit que c'est une chose qu'ils sont en train de réfléchir, et a même pensé à quelqu'un d'Alsacien qui travaille avec la commission, le commissaire Rétus, qu'il pense mettre effectivement à notre disposition. Donc on espère peut-être que pour les régions ultrapériphériques, ça ira. Voilà, 13h42 dans le ZCL. Avant de conclure ce journal, on revient vers Mélissa, mais cette fois dans une autre casquette. Mélissa, rebonjour. Et là, on va parler d'ostéopathie et particulièrement de l'entorse, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Qu'on ne fait pas attention, on glisse, c'est ça? Comment ça se passe? C'est ça. Donc, je veux plus particulièrement parler de l'entorse de la cheville. Donc, c'est vrai que ça arrive très fréquemment. Donc, c'est la traumatologie du sport la plus fréquente. Et donc, on se fait ça. On peut se faire ça bêtement. Mais ça n'arrive pas qu'aux sportifs, quand même? Non, non. On peut simplement marcher. Par exemple, une femme qui marche dans la rue avec des talons un peu trop hauts, qui peut se fouler juste la cheville dû à un trou dans la chaussée ou et puis, hop, c'est parti. Une mauvaise réception. Alors, qu'est-ce qu'une entorse, réellement? Alors, l'entorse, ça va être la lésion d'un ou plusieurs ligaments au niveau de l'articulation, mais qui ne va pas perturber de manière permanente les rapports de l'articulation. Oui. Voilà. Et c'est à la cheville, en général, qu'on a que des entorses aux chevilles. Non, on peut avoir au poignet, au genou. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser plus particulièrement à celle l'entorse de cheville. Voilà. Alors, et la plus fréquente, donc ça va être l'entorse externe. Donc c'est le pied qui se foule sur le côté. Donc avec le pied qui rentre vers l'intérieur et la jambe, elle, qui va rester à l'extérieur. Donc c'est l'entorse la plus fréquente. Ouais. Elle est très douloureuse, celle-là. Bah, ça dépend. En fait, on peut avoir des entorses bénignes, donc peu douloureuses, et des entorses graves, allant jusqu'à la déchirure du ligament. Et comment l'ostéo réagit à ce moment-là? Alors nous, ce qu'on va faire, après bien sûr, la première chose à faire en fait, c'est de consulter son médecin. Donc lui saura faire le bon diagnostic vis-à-vis du ligament lésé et de la gravité de l'entorse. Donc il va reconduire le patient vers des examens complémentaires pour faire une radio, donc pour voir vraiment la lésion. Par la suite, il y aura une longue immobilisation, donc ça dépend encore là de... Jusqu'au plâtre, ça va jusqu'au plâtre? Oui, ça peut aller jusqu'au plâtre si on a rupture du ligament. D'accord. Donc voilà, ça peut aller de 2 à 6 semaines. Mélissa, que l'entorse ne concerne que le ligament, ça ne concerne pas l'os, réellement? L'articulation va, elle aussi, être perturbée. Oui. Vu que le ligament, c'est ce qui permet de maintenir l'articulation et de permettre de faire les bons mouvements associés à celle-ci, en fait. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une entorse? Alors, en cas d'urgence... En cas d'urgence, ce qu'il faut faire en premier cas, c'est repos. Donc éviter le moins possible de poser son pied à terre. Dans un deuxième temps, c'est la glace, donc pour diminuer, de mettre de la glace pour refroidir. De la glace, voilà. Oui. Il faut faire attention de bien mettre un vêtement ou un linge entre la peau et la glace pour éviter justement les brûlures par le froid. Quel est le but de la glace dans ces cas-là? C'est pour diminuer l'hématome en fait, pour diminuer le gonflement. Dans un troisième temps, on va avoir la compression, donc il faut mettre un bandage pour protéger le ligament ou les ligaments qui ont été touchés. Et ensuite, on va avoir la surélévation de la cheville, donc pour permettre un meilleur retour veineux, pour que la cicatrisation se fasse au mieux et au plus vite. Ça se guérit vite, une entorse? Ça peut aller de 2 à 6 semaines selon la gravité encore. Oui. Ouais. Et après l'entorse, est-ce que le ligament revient, j'ai envie de dire, à son état normal ou bien est-ce qu'il est désormais fragilisé? Justement, c'est pour ça qu'il est important, après une entorse, donc qu'elle soit bénigne ou grave, de consulter un kinésithérapeute
Normalement, ce sera des séances prescrites par le médecin. Donc, plusieurs séances afin de remobiliser la cheville et justement de renforcer tout ce qui est système musculaire et ligamentaire. Alors, résumons-nous. On a une entorse. Jessie a une entorse en descendant l'escalier. Donc, elle doit voir son médecin. Voilà, au début déjà, repos. Oui, non, elle voit d'abord son médecin. Bah après, oui. Si elle peut tout de suite, c'est mieux. Oui. Mais si elle ne peut pas dans l'urgence, il faut quand même faire repos, glace, compression et surélévation. Et après, l'ostéo qui fait... Alors nous, ostéopathes, on va intervenir en complémentarité avec les séances de kiné. Donc on va relaxer la cheville, enlever les petits blocages qui peuvent persister au niveau également du pied, de la cheville. Et également, il peut y avoir des compensations qui peuvent se faire si l'entorse a été mal soignée ou pas du tout. Il peut y avoir des compensations qui peuvent remonter par chaîne musculaire montante et mécanique. Donc je m'explique un peu mieux vis-à-vis de ça. Donc on a la cheville donc, qui se tord. Du coup, on va avoir les muscles qui vont être étirés. Donc les muscles qui se rattachent à la cheville et au genou. Donc le genou le genou aussi va être désaxé et pareil, ainsi de suite en montant. En fait, c'est un mécanisme musculaire montant. On appelle ça. Donc on peut très bien aller voir le genou, le bassin ou même des lombaires pour un problème de cheville qui a été mal soigné. D'accord. Mais la consultation se fait pendant combien de temps alors du coup? Le suivi. Il y a un suivi ostéopathique. Il y a un suivi ostéopathique. Mais généralement, 1 à 2 séances suffit largement pour traiter l'entorse de la cheville en ostéopathie. Jessie, faites attention en descendant l'escalier. Oui, maintenant que Danick m'a envoyé la poisse, je saurais quoi faire. Ça, c'est sûr qu'elle fera bien plus attention maintenant pour ne pas glisser dans l'escalier en sortant de sa voiture ou dans sa salle de bain. Mettez un tapis. Merci, Danick. Oui, un tapis, tout maintenant. Oui, antidérapant pour éviter en sortant de la baignoire de glisser et de se tordre la cheville. C'est bien ça. Hein? C'est exactement ça. Bon, elle confirme ce que j'ai dit. Voilà. J'ai fait attention. Il est 13h48. On va conclure le journal. Il y avait un dernier mot sur l'entorse, non? On a tout dit? Rien à ajouter. Surtout, aller consulter, ne pas négliger l'entorse de la cheville. Effectivement. Par contre, pour le sport, alors, à quel moment je peux reprendre le sport si j'ai une entorse? Eh bien, justement, il faut bien suivre la rééducation donc, auprès du kiné et de l'ostéopathe. Après, bien sûr, une longue immobilisation, mais jamais reprendre avant tant que le kiné ou le médecin vous dit que c'est pas possible. Il peut y avoir justement des récidives. J'ai 6 semaines, on a compris. Bien, voilà. Il est 13h49, Jessie. On va conclure le journal avec une dernière brève. Oui, alors ce sera une petite brève donc, sur toutes les opérations de contrôle qui a eu lieu la semaine dernière. Plus de 200 opérations ont été effectuées entre mercredi et vendredi soir. Au bilan, 52 infractions ont été constatées, des contrôles qui ont bien illustré la volonté donc, du préfet de renforcer la sécurité routière en Guadeloupe. Voilà. Voilà, bien, on a terminé, il est pratiquement 13h50 aujourd'hui, lundi 2 mai. Demain, on se retrouve, bien sûr, ici. Oui, Danick, je serai là demain. Quant à Mélissa, on la retrouve la semaine prochaine. Voilà, c'est ça, et puis, lundi prochain. Son baptême de l'air sans entorse dans les formations aura été pratiquement convenable. Voilà, il est l'heure de se quitter. Bon appétit si vous êtes encore à table. Nous, on va commencer notre déjeuner. J'ai chez moi. Et donc, prendre le petit déjeuner demain matin à 7h, si le bon Dieu nous donne la force. Allez, je rigole. Si j'ai pas une entorse. Moi, s'il n'y a pas d'entorse à la règle, bien sûr. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, c'était Yann, comme tous les lundis désormais.